finalement, on ne s'étonne pas de voir qu'ils sont capables aussi de rentrer dans le marché quand il y a une crise sanitaire et immédiatement d'être dessus? Oui, bien sûr, la mafia procède par opportunisme. Un tremblement de terre, ça permet une reconstruction. Un débarquement après la guerre, ça permet d'occuper le territoire, etc. Et une pandémie, ça permet de faire de la contrefaçon. Ça, c'est sûr. Dans ces grandes affaires, ce qu'il faut dire, à mon sens, c'est que Europol a été très proactif parce qu'il travaillait déjà beaucoup sur la contrefaçon de médicaments. Oui. Donc, ils avaient déjà mis en place des process assez importants. C'est-à-dire, dès le début de la pandémie, ils ont fait déjà des grosses saisies. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ces grosses saisies ne permettent pas toujours de remonter à la source. C'est-à-dire qu'on c'est bien, on saisit, mais comme il y a eu des paiements dans tout le monde entier, que c'est peut-être envoyé de Chine, on ne va pas jusqu'à condamner les personnes qui ont envoyé les contrefaçons. Donc, il y a beaucoup de marchandises saisies, et ça ne donne pas toujours des affaires judiciaires jusqu'au bout. Mais quand même, c'est très bien. Encore une fois, Europol, ici, a pas mal progressé. On sent énormément d'affaires et de l'amélioration de la coopération entre les polices, ce qui est quand même le cas aussi dans le premier reportage. On n'a pas dit une vraie collaboration avec les polices. Quand on dit une vraie collaboration, ça veut dire quoi? Une enquête commune des deux policiers, italiens, français, ça veut dire qu'ils doivent porter leurs armes quand ils viennent enquêter en France. En fait, tout se joue là. Il y a 5 ans, on a arrêté ça et on a fait déjà une première grosse enquête qui s'appelait Trait d'Union. Donc voilà, cette coopération-là semble porter ses fruits, plus l'effet d'aubaine de la pandémie. Il y a quelque chose que je trouve terrifiant depuis toujours, je voudrais qu'on s'y arrête un tout petit peu, c'est la gestion des déchets. Quand on parle de la gestion des déchets, ça a touché plusieurs types de scandales et de mafias. Ça veut dire qu'ils vont, par exemple, dans des hôpitaux, dans des entreprises ou auprès de communes, faire du retrait de déchets, et après quoi? Ils les balancent n'importe où. Enfin, Alors là aussi, ça passe par l'infiltration de l'économie légale, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont toute l'apparence de la légalité, qui proposent de recycler, de retraiter les déchets, à des prix généralement défiant toute concurrence, comme ça ils captent mieux les marchés. Et ensuite, les déchets, on en fait n'importe quoi, on les enterre, on les jette à la mer. La Méditerranée est quand même truffée de bateaux chargés de substances toxiques, peut-être même radioactives. Il y a des enquêtes qui ne sont pas allées jusqu'au bout. En plus, en faisant couler le navire, on joue sur la police d'assurance pour se faire rembourser le naufrage. Donc il y a tout un business complètement cynique qui se met en place autour des déchets. Oui, ce sont des mini-États clandestins et sans règles, donc tout est permis. En Côte d'Ivoire, ils avaient découvert une décharge complètement sauvage. C'est vrai qu'au début de la crise du Covid, Tracfin, les organismes anti-blanchiment, tout ça, ont fait des alertes assez vite. Et ils ont fait des alertes assez vite parce qu'ils se sont rendus compte, dans l'explosion de la demande de masques, notamment, qu'il y avait de gros risques que l'État ou les hôpitaux se mettent à passer des commandes qui n'allaient pas être honorées, ou alors qu'elles allaient être honorées de matériel défectueux. Parce que c'est quand même le gros risque. Donc là, pour le coup, l'État, la police, etc., en France, ils ont fait beaucoup notamment en Chine. Parce qu'on parle de la mafia italienne, mais enfin les Chinois ne sont pas toujours en reste. Ils ont fait beaucoup de contrôles. Ils ont même envoyé des satellites espions pour essayer de repérer les entrées et les sorties des usines pour voir s'ils n'avaient pas affaire à des usines fictives. Oui. Donc en fait, ils détiennent le cash. Ils détiennent un cash dont on n'a pas idée. Puisque 80% du trafic d'héroïne, ça fait 50 milliards d'euros par an. On sait on sait à peu près la consommation, on sait à peu près le coût de la vente, donc ça fait 50 milliards par an. Et on revient donc ces 50 milliards par an, ils sont utilisés par ces réseaux-là. Parce que par nature, ils sont polyactifs, c'est-à-dire que ça ne les gêne pas d'être présents sur plein de marchés. Et ils sont mondialisés maintenant. Donc en fait, il faut bien que cet argent, il soit... C'est comme du cash, c'est comme une trésorerie très active, donc ils doivent fonctionner. Mais cette fragilité, excusez-moi quand même, du système bancaire allemand. Moi, je suis désolé, quand je vois Angela Merkel, j'ai tendance à me dire, tiens, la boutique doit être tenue. Visiblement, c'est pas le cas. Elle est tenue pour faire payer les Grecs, mais sinon, elle n'est pas tenue pour que l'argent circule librement, y compris l'argent sale. La Suisse, paradis fiscal parce que secret bancaire. Le Luxembourg, paradis fiscal parce que facilité d'enregistrement avec des fonds dont on ne vous demande pas la provenance. L'Allemagne, paradis fiscal, en gros, parce que aucun contrôle. La Hollande, paradis fiscal parce que, pareil, on peut monter des entreprises et pas payer d'impôts. Voilà, la France, les sociétés immobilières, pendant longtemps, on ne connaissait pas vraiment les véritables propriétaires. Donc, on a fait une micro-loi pour qu'on commence à savoir les véritables propriétaires. Mais donc, blanchiment dans l'immobilier en France, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, chaque pays a sa petite spécificité où les mafieux peuvent s'adapter, le tourisme, etc. Donc voilà, le blanchiment, c'est capital. Vous pouvez pas rester avec vos billets sous le lit, quoi. Il faut bien que vous ayez une surface respectable, légale, que vous puissiez arriver devant le juge en disant « je suis un honnête entrepreneur ».